Nous arrivons donc à la politique avec notre invité ce soir, François Mitterrand, pour la sortie de son livre chez Fayard, donc Ici et maintenant. Est-ce qu'on peut traduire tout de suite cette manière de titre un peu impératif? Est-ce que ici, c'est le socialisme en France et maintenant, dès avril prochain, dès mai prochain? Ici et maintenant, et vous le savez, la traduction d'une expression latine fameuse qui exprime essentiellement la relation qui peut exister entre l'idée que l'on se fait de sa vie sur la terre, avec, le cas échéant, une vie éternelle, problème métaphysique. Ce n'est pas adapté à ce livre, qui est un livre politique. Mais il se trouve que la beauté de l'expression, ici et maintenant, en traduction française, a été reprise dans le chant du Parti socialiste. Et l'on revient constamment sur ce thème, ici et maintenant, c'est ici et c'est maintenant qu'il faut réaliser la société socialiste. J'ai donc repris essentiellement l'un des thèmes principaux de cet hymne, de ce beau chant qui est de plus en plus, qui sort tout naturellement maintenant de nos réunions publiques. C'est assez enthousiasmant, ici et maintenant. Ici et maintenant. Il n'y a pas à attendre, bien entendu, cela ne veut pas dire que nous ne voulions pas examiner le long terme. Mais c'est maintenant qu'il faut combattre, qu'il faut organiser. Tout au long de ce livre, il y a une critique très sévère contre l'actuel chef de l'État. Vous l'accusez d'un pouvoir personnel. Est-ce que ce n'est pas une critique excessive, un petit peu à la manière de celle que vous formuliez contre Charles de Gaulle quand vous parliez du coup d'État permanent? D'abord, il faudrait admettre que ma critique était excessive à l'époque, ce qui reste à discuter. Ensuite, je pense que mes observations, qui sont en effet assez strictes, sur le rôle de président de la République, de M. Giscard d'Estaing, sur la façon dont il conçoit sa fonction, dont il exerce, je pense que c'est tout à fait justifié et je le démontre. Je démontre en effet que M. Giscard d'Estaing s'est complètement emparé de ce qu'on appelle le pouvoir exécutif, c'est-à-dire du gouvernement. Le gouvernement, c'est-à-dire les ministres, le Premier ministre, ça ne compte plus beaucoup maintenant. Le président de la République agit même par missive, par lettre. Le Premier ministre apprend même quand il est à l'étranger qu'il est mandé pour exécuter tel ordre par une correspondance, alors qu'après tout le téléphone serait si commode. Mais les ministres n'ont-ils jamais compté dans un régime présidentiel? Et puis je suppose aussi que le président de la République doit quand même bien rencontrer quelquefois M. Barre. Alors vous venez de me dire, est-ce que les ministres comptent tellement dans un régime présidentiel? Mais c'est que nous ne sommes pas dans un régime présidentiel. Nous sommes, d'un certain point de vue, vous venez de là, de mettre le doigt sur la plaie, nous sommes dans un régime qui est théoriquement parlementaire selon la Constitution et selon les affirmations initiales du général de Gaulle. Donc c'est devenu en effet un régime dans lequel le président de la République exerce les pouvoirs du gouvernement. Et il exerce les pouvoirs du Parlement. Aujourd'hui, on peut adopter des lois sans qu'elles aient été votées. On peut adopter des lois sans qu'elles aient été discutées. Le projet de loi tel qu'il ressort de la réflexion du président de la République s'impose à la France. Le président de la République exerce un pouvoir indéniable sur une large fraction du domaine judiciaire, pouvoir même de l'indépendance, selon la lettre, selon notre Constitution, selon même la tradition française depuis déjà bien longtemps. Enfin, le président de la République exerce un contrôle, vous me permettrez de le dire, sur les moyens d'information par l'audiovisuel. Ce sont donc des pouvoirs absolument excessifs. Je dis, bien entendu, que nous ne sommes pas, Dieu soit loué, la France échappe encore au mouvement de l'histoire qui s'empare des 2 tiers de la planète. Nous ne sommes pas dans un pays de dictature. Mais nous ne sommes plus tout à fait en République. Et vous commencez à parler de monarchie. Est-ce que les Français le sentent vraiment? S'ils ne le sentent pas, je suis là pour leur expliquer. Et pour engager une campagne loyale, ouverte, afin de leur montrer toutes les déviations dont risque de souffrir notre démocratie. Et je m'étais permis de donner un conseil au président de la République lors d'une réunion récente, non pas directement, parce que je ne le rencontre pas, mais et pourtant, il souhaite vous voir souvent. Oui, ça c'est une autre affaire. En tout cas, je pourrais lui dire que, puisqu'il a jugé bon d'écrire un premier tome, disons, de ses réflexions sur l'État, qui s'appelle, je crois, Démocratie française, je pense qu'il serait urgent qu'il écrive le second tome, qu'il pourrait appeler cette fois-ci la monarchie française. Il y a un deuxième thème que vous abordez beaucoup, c'est celui de la rupture de la gauche. Est-ce que ça vous paraît nécessaire, 3 ans après, de revenir sur cette rupture dont tout le monde connaît maintenant l'évidente? D'abord, je le traite assez peu. Je ne pense pas que cela remplisse plus d'une 25 pages sur un livre de 310. Mais vous avez des mots assez durs pour le Parti communiste. Mais j'ai jugé nécessaire de donner mon explication à propos d'un événement capital de l'histoire contemporaine. Et je pense que mon explication peut intéresser beaucoup de gens.
Je l'ai donné. C'est le tournant communiste des années 1974 à 1977. Pourquoi le Parti communiste a-t-il soudain tourné le dos à l'union de la gauche? Mais arrêtons là. J'en parle, je discute, j'apporte des éléments d'appréciation, je fournis même des documents et je laisse les lecteurs juger. Mais est-ce que vous pensez comme Michel Rocard qu'il ne veut pas, je parle du Parti communiste, du pouvoir aujourd'hui, qu'il souhaite d'abord vous faire trébucher? Je pense que le Parti communiste a déjà démontré qu'il ne voulait pas du pouvoir. Car en 1978, il apparaissait évident qu'une majorité de Français désirait confier à l'union de la gauche la responsabilité de transformer notre société. Et il a fallu vraiment que le Parti communiste y mette vraiment beaucoup du sien pour parvenir à éloigner ou à écarter les Français de cette perspective. Mais l'explication serait peut-être un peu courte si nous nous en tenions là. Je pense qu'ont dû se combiner un certain nombre d'éléments, le refus du pouvoir, le refus en somme, d'aborder les responsabilités dans un moment difficile, peut-être aussi de l'aborder avec, comme on dit, expression que je n'aime guère, parce qu'il faudrait la traduire, une sorte de leadership, disons de prééminence du Parti socialiste, dont on savait bien que c'est lui qui dirigerait le gouvernement, ce à quoi semble s'être refusé le Parti communiste. Enfin, il y a eu une coïncidence que les historiens étudieront de près entre le retour de l'Union soviétique vers des formes de, je dirais pas de guerre froide, mais enfin de tension internationale, en s'éloignant de la détente, et cela, dans l'histoire, a toujours correspondu à des raidissements des partis communistes nationaux et à la disparition des fronts populaires ou des unions de la gauche. Et dans ces conditions, comment est-ce que vous pouvez gagner en 81 si le PC ne veut pas du pouvoir pour lui-même et visiblement pas pour vous? Ça, c'est une autre affaire. Le Parti communiste sait bien que son candidat n'a pas la moindre chance d'être président de la République. Et il sait bien que le candidat socialiste peut l'emporter. Est-ce qu'il prendrait la responsabilité d'empêcher cette victoire? C'est une autre affaire qu'on examinera. Mais il ne faut pas confondre non plus l'élection à la présidence de la République et l'élection à une Assemblée nationale. Le président de la République, selon la conception qui est la nôtre disons, de la démocratie, de la République, n'a pas pour mission d'établir le programme du gouvernement, ni les coalitions parlementaires toujours nécessaires en République, car aucun parti, aucun groupe parlementaire n'a jamais disposé de la majorité absolue, ce qui veut dire qu'il faut des ententes. Le président de la République n'a pas pour mission de régler ces ententes. Donc là, il s'agira d'élire un homme représentant une grande idée de la France, en même temps qu'une grande idée de la société. Et les problèmes de gouvernement se poseront ensuite. Si c'est un président socialiste, ce président devra naturellement demander aux électeurs de choisir une nouvelle Assemblée nationale. On ne peut pas gouverner avec cette Assemblée-là, qui est complètement épuisée d'ailleurs, qui est lourde de ses contradictions, qui a échoué. Et je pense que le peuple français, logique avec lui-même, donnera à cette nouvelle Assemblée le moyen de travailler avec le président. Mais le problème que vous venez de me poser ne se posera qu'à ce moment-là. François Mitterrand, vous avez longtemps laissé entendre que vous ne vouliez pas parler avant janvier, y compris pour parler de votre livre. Vous acceptez aujourd'hui de rompre le silence pour Antenne 2. Qu'est-ce qui a changé pour que vous rompiez le silence? Je n'accepte pas spécialement pour Antenne 2. Il m'arrive quand même de parler assez souvent, quand ce ne serait que par obligation. Par exemple, je viens de soutenir tous les candidats socialistes aux élections partielles, dans les circonscriptions qui sont actuellement en cause. Et je me suis exprimé en public, et je n'hésite pas à m'exprimer en public. Simplement, je ne m'engage pas dans la campagne présidentielle tant que les socialistes n'auront pas décidé, d'une façon définitive, du choix de leur candidat. Nous avons adopté une procédure, elle est démocratique, elle est peut-être un peu lente, mais elle est comme cela. Et quand les socialistes se seront prononcés, alors leur candidat, pour l'instant je suis le seul qui se propose à leur suffrage, s'adressera aux Français à ce titre. Pour l'instant, je suis responsable du Parti socialiste. Je viens d'écrire un livre. Vous m'interrogez là-dessus et je pense que je peux contribuer au débat politique. Alors, un certain nombre de ces socialistes, justement, vous reprochent de ne pas avoir laissé partir, entre guillemets, Michel Rocard pour les présidentielles. Vous voulez m'amener en déjà dans les présidentielles. Je dis que je n'irai pas. Laisser partir, ne pas laisser partir. Je pense que tous les socialistes ont essentiellement pour objectif, d'une part, de l'emporter en portant haut leur drapeau. Et vous aviez peur d'une dérive à droite? Non, ne me faites pas dire ce que vous avez l'intention de me faire dire. Non, rien du tout. Je ne parle pas de dérive, je dis simplement que les choses ayant été faites comme elles ont été faites, dans le cadre de nos institutions internes du Parti socialiste, autour du candidat et du seul candidat que propose le Parti socialiste, les socialistes sont prêts à se mobiliser. Quant aux problèmes normaux qui doivent exister dans toute société, dans tout parti démocratique. On a l'air de s'étonner, je lis souvent des articles dans la presse là-dessus, j'entends la radio, la télé, que le Parti socialiste ait étalé, non pas ses contradictions, mais ses compétitions.
Mais c'est ça la démocratie, nous sommes le seul parti à le faire. C'est tout à fait surprenant. Après tout, M. Giscard d'Estaing, qui sera bientôt candidat, Georges Marchais, qui l'est déjà, M. Chirac, qui le sera sans doute, ils se sont, ou ils vont se désigner d'eux-mêmes. Nous consultons tous nos militants, tous nos adhérents. Nous pratiquons la démocratie que nous voulons proposer aux Français. Alors naturellement, ça comporte des risques. D'abord parce que l'opinion n'est pas habituée à être traitée de la sorte, c'est-à-dire à être traitée avec respect, avec estime. Ensuite, on entend dire un tel est contre un tel. Naturellement, on grossit toujours un peu le trait. Et il y a en effet des divergences d'appréciation. Mais nous sommes tous socialistes. C'est-à-dire que ces divergences d'appréciation se situent à l'intérieur d'une explication générale de la société qui nous réunit et qui fait que nous sommes socialistes. Mais... Voilà pourquoi il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dès lors que nous sommes en dispositif de combat, face à l'opinion publique et contre la droite, il n'y a pas de divergence possible entre les différents représentants des tendances socialistes. Il y a un seul parti socialiste, il y aura un seul candidat, il y aura un seul combat et il sera mené, croyez-moi, dans l'harmonie. Mais ne parlons plus uniquement de vos militants, mais de vos électeurs. Un certain nombre de gens qui ont voté pour vous en 1974 se disent 81, encore Mitterrand-Giscard. Et un certain nombre de ceux-là Est-ce que vous en êtes vous se décident... Est-ce que vous en êtes vous Non mais il y a des choix, voilà, des gens qui décident d'aller voter Coluche ou autre chose parce que c'est trop... Vous êtes en train de vous faire l'interprète de sentiments que vous connaissez peut-être, alors dites-le. Ou que vous ne connaissez pas, alors n'en parlez pas. Mitterrand-Giscard, on a entendu et on a vu beaucoup de lettres dans ce sens, de sondages dans ce sens. De toute façon, sachez qu'au sein du Parti Socialiste, il y a plusieurs hommes qui sont parfaitement capables d'être président de la République. C'est-à-dire toujours Rocard, Mauroy, comme vous les citiez. Plusieurs en sont capables, un seul le sera. Et ce sera vous? Ce sera celui qui sera candidat. Vous voulez être... Il y a quelques chances que ce soit moi dans cette hypothèse. Vous voulez être l'homme qui aura réorganisé le PS. Est-ce que finalement vous n'aurez pas contribué en fin de compte à ne pas être celui qui l'aura installé au pouvoir? Je veux dire que vous vous réfugiez un petit peu peut-être dans cette image de Jaurès, de Blum, qui ont beaucoup contribué pour le parti et qui finalement n'auront jamais eu le pouvoir, ou presque peu pour Blum. Oui, il faut se méfier des comparaisons. Je n'ai pas simplement, avec d'autres bien entendu, réorganisé le Parti Socialiste. Nous avons rendu au socialisme ses chances historiques en France. Elles semblaient perdues, c'est ça l'essentiel. Mais bien entendu, toutes ces chances, dans le beau sens du terme, n'ont de sens que si l'on parvient au niveau de la responsabilité politique, à la conquête de l'État, pour transformer l'État, pour conduire une politique pour la nation. Et vous avez raison de le dire, c'est le seul point sur lequel je vous rends les armes, je n'aurais pas parachevé ma tâche si un socialiste, alors je ne parle plus de moi, si le socialisme ne parvient pas à diriger la France. Bon, alors nous avons fait beaucoup de pas en avant, c'est vrai, souvent on va vers l'histoire, quoi. On dit par exemple Joffre, il a mené la campagne, Joffre dont on se sert un peu abusivement du côté de M. du côté de M. Giscard d'Estaing. Joffre, il a conduit la bataille jusqu'à la Marne, il a été vraiment celui qui a permis à la France de 1914 d'échapper à l'occupation allemande, à la défaite. Mais il en a fallu un autre pour parachever. C'est un destin qui arrive à certains. Pour ce qui me concerne, c'est un problème de confiance. Les socialistes ont fait de moi leur premier responsable. Je crois que je peux parler aux Français. Mais nous entrons dans une période qui me permettra de le dire en d'autres circonstances, mieux que ce soir, avec plus d'ampleur. Et ne mélangeons pas les choses. Vous avez bien voulu me parler d'un livre que je viens d'écrire, et je ne veux pas extrapoler à cette occasion, et autour de ce livre, rassembler toutes les perspectives de la politique française autour du socialisme. Je vous remercie François Mitterrand. Ce livre donc, Ici et maintenant, paru chez Fayard.